Donc, d'abord, je remercie le comité organisateur des conférences scientifiques en phytoprotection de nous offrir cette belle plateforme pour présenter les résultats de nos travaux. Comme Jean-Philippe l'a précisé, je suis présentement entre deux chaises, donc je viens tout juste de terminer mon travail de consultante, puis je travaille maintenant depuis un mois comme chargée de projet au CRAAC. Donc, je remercie la direction du CRAAC de me laisser présenter les résultats d'un projet sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années. Donc, la présentation va se faire en deux parties. Je vais assurer la première partie où je vais présenter les principaux résultats d'un projet de démonstration sur les alternatives aux herbicides à risque élevé dans la culture du maïs sucré. Donc, je présente les principaux résultats. Et ensuite, je vais lancer la balle à Patricia Leduc, qui est conseillère chez Agri-Conseil Masca depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, c'est l'organisme également qui est demandeur pour le présent projet. Et elle vous présentera des cas concrets qu'elle rencontre sur le terrain dans son travail d'agronome. Alors, je vais débuter par faire une mise en contexte. Donc, comme vous le savez, en 2018, il y a eu un resserrement réglementaire des règles de l'usage de certains pesticides les plus à risque, dont l'atrazine. Donc, ce qui s'est traduit par l'obligation pour un producteur d'obtenir une justification et une prescription signée par un agronome avant de pouvoir utiliser les produits plus à risque. Donc, ceci a amené les producteurs et les conseillers à revoir les programmes de désherbage, notamment dans la culture du maïs sucré, où la gamme de produits est plus restreinte comparativement au maïs de grande culture, où les possibilités sont plus grandes. D'où a émergé le besoin de mettre en place un projet de vitrine sur les fermes qui démontre les alternatives à l'atrazine. Donc, Agri-Conseil Masca, qui est l'organisme demandeur, a obtenu un financement du sous-volet 3.1 du programme Prime Vert pour la réalisation d'un projet de transfert technologique. Donc, je trouve important de mentionner que c'est un projet de transfert technologique et non un projet de développement expérimental. Donc, lorsqu'on fait du développement expérimental, on vient faire de l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, nous, notre rôle, c'était vraiment de transférer de l'information qui est connue aux différents utilisateurs. Puis, le projet, en fait, vient bien répondre à certains objectifs du PAD, du Plan d'agriculture durable 2020-2030, dont notamment de réduire de 500 000 kilos les pesticides de synthèse vendus et de 40 % les risques pour la santé et l'environnement. Donc, où se situe l'atrazine en termes de contribution aux indicateurs de risque? Donc, pour ce qui est du portrait 2018, l'atrazine arrivait au deuxième rang au niveau de sa contribution pour l'indicateur de risque pour la santé avec 7,8 % et elle arrivait également au quatrième rang pour sa contribution à l'indicateur de risque pour l'environnement avec un pourcentage de 4,2 %. Donc, l'atrazine, comme on sait, est surtout utilisée pour le désherbage du maïs. Donc, elle vient contrôler différentes mauvaises herbes à feuilles larges, annuelles, dont la vélard, moutarde des champs, pourpier, petite herbe à poux, les renouées, chénopodes blancs et l'amarante à racines rouges. Elle vient également contrôler le trèfle spontané, qui est une dicotylédone vivace, et la folle avoine, qui est une graminée annuelle. Donc, dans le cadre du projet, on a mis en place 6 sites de démonstration en 2019 et 2020 chez des producteurs. Donc, on avait 2 sites de maïs sucré frais, sous paillis de plastique, donc pour le marché de la primaire. Donc, un dans la région de Saint-Damas en Montérégie et un autre du côté de la capitale nationale à Neuville. Ensuite, on avait 2 sites de maïs frais semés pleine terre, donc toujours dans chacune des 2 régions. Et on avait 2 sites de maïs sucré de transformation, donc en Montérégie, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Jude, donc dans la région de la Montérégie-Est. Les traitements étaient disposés en bloc complet aléatoire. Donc, on avait seulement 2 répétitions puisqu'on était en projet de transfert technologique et non en projet de développement expérimental. Les traitements ont été appliqués sur des petites parcelles chez des producteurs qui avaient 4 ans de large par 6 à 10 mètres de long. Donc, 6 mètres pour le maïs sucré et 10 mètres de long pour le maïs de transformation. Ça va ici. Donc, avant d'aller plus loin, en fait, je veux seulement faire certaines mises en garde
Le but du projet, comme je vous le rappelle, c'était essentiellement de faire connaître les alternatives aux différents utilisateurs et non de faire des recommandations. Donc, je vais seulement lire les mises en garde. Donc, tout pesticide, donc c'est du déjà vu, tout pesticide doit être utilisé conformément aux dispositions du Code de gestion des pesticides et aux instructions du fabricant inscrites sur l'étiquette du produit. Ensuite, les informations contenues dans cette présentation ne remplacent en aucun cas les recommandations fournies sur l'étiquette. Les producteurs qui sont liés à un contrat de vente, donc souvent c'est le cas pour le maïs de transformation, doivent s'informer auprès de leur acheteur si des restrictions en lien avec l'usage de certains pesticides sont imposées. Donc, lorsqu'on envoie le maïs de transformation pour l'exportation, il y a certains pesticides qui ne sont pas autorisés dans certains pays. Donc, ensuite, tout au long de la présentation, je vais parler en termes de non commerciaux et non en termes de matières actives. Puis c'est vraiment dans le seul et unique but de faciliter la compréhension de l'auditoire parce qu'on a un auditoire qui est composé principalement de conseillers. Au niveau de la sensibilité variétale, il faut faire attention. Il y a certaines variétés qui peuvent être sensibles à certains pesticides. Normalement, c'est indiqué sur l'étiquette du produit si le produit peut causer de la phytotoxicité sur certaines variétés. Puis, on recommande, avant de faire usage sur une grande superficie, on recommande de faire un test sur des plus petites superficies. Et finalement, les auteurs n'assument aucune responsabilité légale relative au choix et à l'utilisation de tout produit phytosanitaire. Pour les besoins de la présentation, je vais présenter surtout les données de recouvrement. Donc, le recouvrement des mauvaises herbes, qu'on appelle aussi pression, qui est un synonyme. Donc, c'est la superficie en pourcentage qu'occupent les mauvaises herbes sur une parcelle de terre. Donc, ici, j'ai voulu vous représenter visuellement à quoi ressemble la pression des mauvaises herbes pour différents niveaux d'infestation. Ici, on n'a aucune mauvaise herbe, bien évidemment. Ensuite, ici, on a très peu de mauvaises herbes, donc environ 1 ensuite, peu de mauvaises herbes, de 2 à 7 ça ressemble à cette image-ci. Une pression modérée, donc de 7 à 15 une pression élevée, 15 à 30 une pression très élevée, 30 et plus. Au niveau du champ, donc en photo, à quoi ça ressemble. Donc ici on aurait une pression qui est peu élevée, donc 2 à 7 Et ici, on est dans un témoin enherbé, donc on pourrait dire qu'on a 30 et plus de mauvaises herbes. Donc, pour les 6 prochaines diapos, en fait, je vais vous présenter la donnée de recouvrement en fin de saison, recouvrement des mauvaises herbes. Toutes les diapos sont construites de la même façon, c'est-à-dire que j'ai dans le titre, j'ai le type du maïs. Donc, ici, on a du maïs sucré frais, sous paillis plastique. On a le site Saint-Damas. Ensuite, j'ai illustré la rotation. Donc, pour l'année en cours, évidemment, c'était du maïs sucré. Et ici, on a la rotation des 4 dernières années. Donc, à Saint-Damas, on est chez un producteur de grande culture qui a fait du soya, 2 années de maïs et des fraises. On est sur un lombe avec 2,2 de matière organique. Ensuite, les traitements sont listés ici à votre gauche avec les moments d'intervention, donc PSI pour pré-semis incorporé, PS pour pré-semis. La pression des mauvaises herbes en pourcentage est représentée par les bandes de couleurs. Donc, on a des bandes bleues qui correspondent au traitement sans atrazine et on a des bandes rouges qui correspondent au traitement avec atrazine. Ensuite, on a la valeur du recouvrement pour chacun des traitements et qui est suivie d'une lettre. Donc, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas différentes au niveau significatif. Donc, c'est le gabarit des 6 prochaines diapos. Donc, ici, on est en maïs sucré frais sous paillis plastique à Saint-Damas, en Montérégie. Je suis un producteur de grande culture. Donc, dans le témoin enherbé, on a 35 de mauvaises herbes. Et dans les différents traitements qu'on ait de l'atrazine ou sans atrazine, donc on a réussi à obtenir une pression relativement faible de mauvaises herbes de 2 à 6 Petite parenthèse que je voudrais faire pour le maïs sous paillis plastique. Au niveau de la séquence des opérations, donc le producteur va faire son travail de sol. Ensuite, on doit aller appliquer les herbicides. Puis, ce ne sont pas tous les herbicides de pré-semis qui s'incorporent. Donc, dans ce cas-ci,
À certaines occasions, cela a nécessité deux passages. Donc, on est venu appliquer le Prime Extra ou le Dual en pré-semis qu'on est venu incorporer. Puis ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que le mésotrione, qui est l'ingrédient principal du Callisto, ou encore qui est retrouvé dans l'acuron et l'acuron flexi, ne s'incorpore pas. Donc, ça demande au producteur de faire deux passages. Donc, un premier passage où il vient incorporer le premier herbicide et un deuxième passage où il vient seulement déposer le deuxième. Ensuite, on s'en va dans le maïs frais, toujours sous paillis plastique du côté de Neuville. Donc, à Neuville, on est sur un terrain où on revoit le maïs sucré d'année en année. Donc, c'est un terrain qui s'assèche très rapidement, qui est bien pour faire du maïs de primeur. Donc, on a un long argileux avec beaucoup de matière organique, 6,9 % de matière organique. Et on a une pression qui est relativement élevée de mauvaises herbes dans le témoin enherbé en fin de saison. Donc, on avait 78 dans les sites de Neuville, ce sont des sites qui sont caractérisés par une forte pression de panique millet, mais on retrouve aussi là, du chénopode blanc et de l'amarante à racines rouges dans des bonnes proportions. Donc, dans ce cas-ci, donc on est chez des producteurs aussi, contrairement à la Montérégie, on est chez des producteurs maraîchers, donc habituellement qui ont des cultures légumières en rotation avec leur maïs sucré. Donc, témoin enherbé, très fortement infesté, 78 %. Puis, si on regarde au niveau de nos traitements, on peut voir qu'il y a seulement 2 traitements qui ont permis de réprimer de façon significative la pression des mauvaises herbes. Et ces 2 traitements comprennent de l'atrazine. Donc, ici, on a le Prime Extra suivi de Callisto, donc qui a produit 18 % de pression. Et on a l'Acuron ici qui a produit 13 % de pression de mauvaises herbes. Donc, on retourne du côté de Saint-Damas, donc chez le premier producteur que je vous ai présenté, toujours notre rotation grande culture et fraises. Donc là, on est, comme vous voyez à gauche sur l'image, on est dans un maïs sucré, frais, qui est semé en pleine terre pour le marché de pleine saison. Donc, dans le témoin enherbé, on a 53 % de pression de mauvaises herbes. Et donc, si on regarde, là, ici, on a des traitements qui ont été faits en un seul passage en prélevé. Et ensuite, on a des traitements à 2 passages en pré- et post-levé. Donc, au niveau de nos traitements de prélevé, on peut voir qu'il y a 2 traitements, l'Iragon dual et l'intégrité, qui ont permis d'abaisser la pression des mauvaises herbes et d'arriver à des niveaux assez intéressants. Petite parenthèse, dual Callisto, Acuron Flexi. On a vu tout à l'heure sur le même site que ces traitements-là avaient bien fait sous paillis plastique. Ici, les traitements ont moins bien fait. Par contre, ça peut être expliqué aussi par le fait que par l'effet du positionnement. Dans ce cas-ci, ces 2 traitements-là, Dual Callisto et Acuron Flexi, ont été positionnés le long du fossé, ce qui fait que l'enherbement était plus élevé là, au départ. Donc, ça sera à retester. Sinon, au niveau des interventions à 2 passages en pré-poste, donc il y a différents traitements là, sans atrazine qui ont permis de bien faire le travail. Intégrité suivie d'accent IS et Basagran, intégrité sarclage, dual Callisto, accent Basagran. Je veux également mentionner accent IS, probablement que c'est la première fois que vous le voyez. Donc, c'est un traitement, un produit qui est en processus d'homologation, donc qui va venir remplacer l'accent qu'on voyait normalement et qui contient là, un protectant contre le maïs. Même chose pour le long trait Lexé, il n'est pas présentement homologué. Ensuite, on retourne du côté de Québec, donc maïs sucré frais, toujours semé pleine terre. Donc, encore là, on est sur une rotation de maïs en continu, en fait, maïs sucré en continu. Donc, c'était toujours encore là un site qui était fortement infesté de panique millet, puis on y retrouvait également du chénopode et de l'amarante à racines rouges. Donc, si on regarde au niveau des traitements de prélevé, donc les traitements à un seul passage n'ont pas permis de diminuer là, de façon satisfaisante la pression des mauvaises herbes. Donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment y aller avec une stratégie à 2 passages, étant donné qu'on a une très forte pression de mauvaises herbes. Donc, on peut voir là, dans la partie du bas qu'il y a différents traitements à 2 passages
sans atrazine qui ont permis de bien travailler sur les mauvaises herbes. Donc, on a l'intégrité suivie de Shieldx, intégrité accent Yes Callisto, le dual Callisto accent Partner, donc ont bien fait. Shieldx, juste une petite parenthèse, c'est un nouveau produit qui est sur le marché, là, un groupe 27, qui peut être utilisé avec ou sans atrazine. Ensuite, maïs sucré de transformation. Donc, on change de type de maïs. Donc, on retourne chez des producteurs en Montérégie, à Saint-Barnabé, avec une rotation grande culture. Donc, on avait un précédent de pois qui a été récolté là, plutôt en saison, suivi d'un soya. On avait un maïs-grain irrégras et finalement maïs-grain. Donc, ici, on a une pression de mauvaise herbe de 45 dans le témoin enherbé. Puis, on peut voir que dans tous les cas, nos traitements, que ce soit un passage ou 2 passages, ont permis de réprimer la pression des mauvaises herbes de façon significative comparativement à celle qu'on retrouve dans le témoin enherbé. Petit bémol ici, il y a eu certains symptômes de phytotoxicité, notamment avec le bactrilème, le MCPA. Par contre, en fin de saison, il n'y a pas eu de répercussions sur le rendement. Finalement, dernier site, Saint-Jude, toujours rotation, une monoculture plutôt de maïs, donc du maïs en silage et maïs sucré. Donc, on a un témoin enherbé dans lequel on a 70 de pression de mauvaises herbes. Sinon, au niveau des traitements de prélevé, donc on peut notamment cibler le Acuron Flexi qui a bien travaillé, donc qui a produit une pression de 8 au niveau des traitements à 2 passages en pré et post. Donc, on a différents traitements en bleu sans atrazine qui ont permis de bien travailler. Donc, on a du Callisto suivi du Lontrel qui n'est pas homologué pour le moment. Et on a également l'intégrité suivie de Shieldx, donc qui a produit 4 Donc, vous voyez, l'intégrité s'utilise avec ou sans atrazine. Donc, avec atrazine, on a eu une pression de 2 et sans atrazine de 4 ce qui est très satisfaisant. Alors, l'impact sur la réduction des risques. Donc, ici, je vous donne quelques scénarios. Donc, on a le fameux traitement de Prime Extra qu'on voit là, depuis longue date là, et qu'on remplace par le Dual Callisto. Donc, on peut réduire les indices de risque de façon assez significative, donc de 65 pour l'indice de risque santé et de 47 pour l'indice de risque environnement. Autre exemple, Acuron Flexi. Donc, l'Acuron Flexi, c'est les mêmes composantes que l'Acuron standard, mais sans la composante atrazine. Donc, on réussit à réduire les indices de 45 et de 32 Et finalement, dernier exemple, l'intégrité, donc des stratégies à 2 passages, intégrité, suivi de Armezone ou Impact plus atrazine. Puis, si on remplace le traitement par intégrité suivi de Shieldx, donc, on arrive à des réductions des risques assez importantes de 76 et 79 Donc, grosso modo, en fait, ce que le message qu'on voulait vous livrer, c'est que c'est possible de retirer la composante atrazine. Dans certains cas, ça a été plus difficile. Par contre, il faut vraiment voir la problématique dans son ensemble, revoir les rotations de culture, prévoir des stratégies avant le semis, après le semis. Donc, je vais laisser en fait la parole à Patricia Leduc qui va pouvoir là, vous présenter des cas concrets qu'elle a vécu là, dans son travail d'agronome, puis vous présenter également la démarche professionnelle. Donc, je te laisse la parole, Patricia. Merci, Marie-Édith. Est-ce qu'on voit bien à l'écran la présentation? Super. Parfait, super. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter plus l'aspect peut-être conseiller, comment on vit ça sur le terrain. Donc, dans le concret, ce qu'on observe les dernières années dans le maïs, par exemple, de transformation, en prélevé, l'utilisation de l'atrazine a vraiment été en diminution. Donc, c'est plutôt rare qu'on en utilise. Donc, le traditionnel mélange Callisto Prime Extra a été remplacé plutôt par le Dual Callisto ou l'Acuron Flexi. Et dans la majorité des cas, on n'a pas vu de différence marquée au niveau de l'efficacité des traitements. Quand on avait de l'atrazine, ça arrivait qu'on devait passer un deuxième passage en post-levé. C'est des choses qui arrivent encore.
En poste levé, présentement, c'est surtout un mesure d'impact qui est utilisé, entre autres parce qu'il y a un effet sur les graminées et les feuilles larges, sauf que ces groupes 27-là ont vraiment besoin d'atrazine pour avoir l'effet contact. Au niveau du maïs de transformation, en termes de stratégie, parfois qu'on va utiliser pour réduire la pression des mauvaises herbes, c'est sûr qu'on a souvent des dates de semis plus tardives, ce qui facilite de faire des faux semis mécaniques ou chimiques. Ce que j'ajouterais, par exemple, par rapport aux faux semis chimiques, ce qu'on a vu les dernières années, parfois, on avait des gros chénopodes qui étaient quand même assez avancés quand les gens faisaient leur passage. Donc, des fois, l'efficacité du brûlage était comme insuffisante. Puis, ce qu'on voyait aussi, surtout dans les sols légers, quand c'est sec, on voit ici qu'il y a une bande de chénopodes qui n'a pas été bien contrôlée parce que la turbulence créée par le tracteur faisait qu'il y avait de la poussière qui se déposait sur les plants et réduisait l'efficacité du brûlage. Donc, c'est une chose à faire attention. Sinon, les autres choses qui sont faites chez certains clients, j'ai un client que ça fait 2 ans, qui fait un semis de sec d'automne l'année précédente. Donc, c'est un producteur laitier, il fait une coupe de foin, puis suivi d'un semis tardif de maïs sucré. Et il réussit très bien. Puis le seigle, on sait, c'est quand même assez nettoyant, donc ça diminue grandement sa pression de mauvaises herbes. Sinon, c'est certain que c'est une culture où c'est quand même facile là, de faire un travail mécanique. Puis, ça reste que dans le maïs de transformation, souvent, c'est des gens qui ont des rotations, plus de grandes cultures. Donc, ils ont d'autres outils dans ces cultures-là, justement, pour garder des pressions relativement faibles de mauvaises herbes. Dans le maïs sucré, il y a encore l'utilisation d'atrazine, surtout dans le maïs plastique. On comprend que les gens, la valeur économique est quand même élevée. Les gens ne veulent pas trop prendre de chance. Mais sinon, il y a certains producteurs qui ont quand même utilisé seulement du Alcalisto au lieu du Primextra Calisto. Les résultats sont variables, ça dépend toujours de l'historique et de la pression de mauvaises herbes. Donc, comme ça a été déjà mentionné plus tôt dans la présentation, quelqu'un qui fait maïs sucré année après année au même endroit, ça risque d'être plus problématique que quelqu'un qui a du maïs grain et du soya dans sa rotation. Au niveau de la poste levée, effectivement, l'utilisation d'un meson d'impact avec atrazine est encore assez populaire. Au niveau du contrôle mécanique, on comprend que c'est vraiment beaucoup plus difficile avec le plastique. J'ai quand même certains clients qui ont, l'an passé, qui ont sarclé, mais c'est vraiment un traitement d'urgence seulement. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire de manière récurrente. Donc, ce que certains clients ont fait, c'est ça, ils ont changé leur rotation parce qu'ils se rendaient compte que même avec l'atrazine, ça devenait vraiment difficile de bien contrôler les mauvaises herbes quand ils étaient en maïs sucré année après année. Donc, plutôt eux autres qui ont pris l'habitude, là, ils font la rotation, ils font un maïs soya, ensuite le maïs sucré. Donc, sur le retour de soya aussi, il y a peu de résidus, ça fait des champs propres aussi. Là, le ménage a été fait dans le soya. L'autre chose aussi, c'est de faire de la prévention. Il ne faut pas laisser les mauvaises herbes pousser après la récolte du maïs sucré parce que vraiment, on continue d'entretenir notre manque de mauvaises herbes. Donc, c'est important, encore le soit de faire un faux semis mécanique ou chimique. C'est également une belle fenêtre pour faire un semis d'engrais vert. Et pourquoi pas une céréale d'automne aussi. J'ai un client qui a fait ça l'an passé. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur potentiel de rendement dans nos céréales. Puis ça fait le ménage aussi dans le champ. Puis, il reste que les stratégies de passage, comme on a vu dans les résultats, permettent également de garder les champs propres jusqu'à la fin de la saison. Donc, encore là, de limiter l'expansion de la banque de semences. Donc, vous comprendrez que de mettre ou pas d'atrazine ou de choisir des produits à indice de risque plus faible ou plus élevé, ça ne se fait pas sur un coin de table. C'est vraiment une démarche. Ici, vous connaissez probablement l'outil d'aide à la décision qui a été fourni par l'Ordre des agronomes. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à tenir en compte. On a besoin aussi d'avoir des références. Une de celles qu'on utilise, c'est le bulletin d'information durable sur le maïs sucré, qui est remis à chaque année avec les herbicides qui sont homologués. Donc, c'est une brochure quand même super intéressante. Au niveau, par exemple, l'information sur les indices de risque sont toutes comme compilées. Puis, on peut voir facilement, par exemple, on parlait tantôt du Primextra Calisto, Marie-Édith l'a bien présenté, l'impact d'avoir l'atrazine ou pas dans ce mélange-là.
Ici, un autre, on parlait du Shieldexx tantôt, qui est un nouveau produit. Donc, on voit que le Shieldexx utilisé seul, les indices de risque à 23,1, c'est vraiment faible versus que si on rajoute l'atrazine, bien, ça monte énormément les indices de risque. Une autre référence qui est quand même un incontournable, c'est le guide de l'Ontario. Un des tableaux que j'aime bien utiliser, puis là, c'est ce tableau-là dans le maïs. Vous remarquerez qu'on lui parle de glyphosate, donc non, on ne met pas de glyphosate dans le maïs sucré non résistant au glyphosate. Tout ce que je vais vous montrer avec ce tableau-là, c'est la ligne action rémanente. Donc, si j'enlève la ligne mauvaise herbe levée, parce que dans ce cas-là, c'est le glyphosate qui va faire le travail. Donc, parfois, pour comparer des produits entre eux autres, pour voir s'ils vont avoir de la rémanence, je trouve que c'est une information qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Puis c'est selon chacune des mauvaises herbes. Donc, bon, on connaît encore là l'impact Amazon. Peut-être un petit bémol que je dirais par rapport à ce guide-là, malheureusement, par défaut, c'est souvent les mélanges avec atrazine qui sont présentés. Alors que, comme le Lardis, par exemple, qui est également un nouveau produit en 2021, peut très bien s'utiliser sans atrazine. Donc, c'est le petit bémol que je mettrais là-dessus. Mais ça nous donne quand même une idée au niveau de la rémanence des produits. Puis, on voit, par exemple, que le Lardis a nettement un avantage au niveau du résiduel sur la plupart des graminées. Donc, ce qui en fait un produit qui pourrait être intéressant. Oui, c'est ça ici. Ensuite, ben, il faut bien connaître les produits. Il faut lire nos étiquettes. Donc, si je vous montre, par exemple, l'exemple de l'étiquette du Shieldexx dont on parlait, cette étiquette-là, c'est le fun, elle est vraiment claire quant à voir l'avantage, dans quelles conditions l'ajout d'atrazine peut être pertinent ou nécessaire. C'est toujours une action de contact ici. Donc, c'est un groupe 27 qui, contrairement aux autres, a peut-être moins besoin d'atrazine. Si on regarde l'exemple, par exemple, du Chénopod et de la renouée persicaire, on voit qu'il y a un S-suppression de ces mauvaises herbes-là quand on regarde la note, la plus grosse dose, le 100 ml à l'hectare, et que l'ajout d'atrazine, toujours pour des mauvaises herbes encore là, qui ont moins de 10 cm, puis que l'ajout d'atrazine n'augmente pas la suppression là, dans ce cas-là. Donc, dépendant de la mauvaise herbe que j'ai dans le champ, il faut avoir dépisté, il faut connaître nos historiques. Bien, on peut faire un meilleur choix. J'attire également votre attention sur la partie antigraminée de ce produit-là. Donc, on voit que la lettre, dans le fond, avec atrazine et sans atrazine est la même. Donc, par exemple, pour l'acétaire verte, encore là, à la grosse dose de 100 ml, on a répression, la même chose avec atrazine. Donc, si j'ai ces mauvaises herbes-là, ben, je n'ai pas vraiment avantage à rajouter l'atrazine. Puis dans la parcelle qu'on avait l'an dernier, on l'a utilisé seulement une année, malheureusement, mais c'était super clean, puis il n'y avait aucune différence entre le traitement avec et sans atrazine. Donc, ça reste un produit à découvrir. Donc, ben, les constats de ce projet-là, vous l'aurez compris, hein, puis vous le savez déjà, chaque situation est différente. Donc, il faut vraiment bien analyser ça avec son client, que ce soit de tenir compte de la rotation, du type de sol, de l'historique, des mauvaises herbes et des variétés, comme Marie-Édith l'a mentionné. Surtout avec des nouveaux produits, il faut être prudent quand on travaille avec des nouveaux produits. Il y a certaines variétés qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Puis réduire l'atrazine, bien, ça implique de travailler parfois différemment, puis des fois des changements de régie à moyen long terme. Donc, des fois, certains champs, on peut avoir à utiliser l'atrazine alors que d'autres, on ne sera pas obligé. Comme je mentionnais, le projet a permis de confirmer la pertinence de produits connus, d'apprivoiser des nouvelles arrivées sur le marché, des produits à indice de risque faible, comme le Shieldexx. Sinon, le X1S, effectivement, est en attente d'homologation, mais on a vu quand même que sans trop de phytotoxicité, ça travaillait très bien en contact, là, entre autres, sur les graminées. Donc, le jour où il sera disponible, c'est un produit à garder en mémoire. Et dans les produits qu'on n'a malheureusement pas pu tester dans le projet, mais qui viennent d'arriver sur le marché, il y a le Lardis, qui est un produit également qui marche aux États-Unis quand même depuis longtemps, qui est homologué dans le maïs sucré, donc qui va être à surveiller au cours des prochaines années. Donc, je terminerai en remerciant les collaborateurs.
Ce projet-là a été réalisé en vertu du volet 3.1 du programme Prime Vert, puis a bénéficié d'une aide financière du ministère de l'Agriculture. Donc, merci aux collaborateurs des différents clubs, du MAPAC. On a vraiment essayé de toucher à tout le monde en impliquant un bon duel, les différentes fédérations. Donc, ça a été un projet bien intéressant à faire. Merci beaucoup.